Bonsoir à tous pour ce nouveau débat du dialogue franco-russe sur le thème des médias. Peut-on croire les médias? Alors nous n'allons pas seulement parler de la Russie, je rassure les spectateurs, les internautes. Nous allons parler de beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres événements. Nous allons aussi parler de la responsabilité ou de l'irresponsabilité des médias en fonction de ces événements, en fonction de thèmes très forts dans l'actualité de ces dernières années. Évidemment la Russie, l'Amérique, mais aussi plus près de nous les thèmes sur l'immigration, sur la sécurité, tout ce qui agite finalement les médias, tout ce qui, d'un certain point de vue, nourrit le conformisme des médias, ce politiquement correct ou cette pensée dominante que nous allons essayer de disséquer entre nous. Mais aussi tout ce qui alimente les médias qu'on appelle, alors pour l'instant on n'a pas vraiment de nom, mais les médias alternatifs, ceux de la réinformation, qu'ils soient très grands ou beaucoup plus modestes. Eh bien, on en parlait avant le débat tout à l'heure entre camarades journalistes. On se rend compte que finalement cette pandémie, ce confinement, a permis à beaucoup de personnes dans la société, quel que soit l'âge, pas seulement les plus jeunes, mais aussi des gens un peu plus âgés, d'explorer Internet, d'aller à la découverte de ces fameux médias alternatifs, ces médias en ligne, qui bien souvent sont beaucoup plus libres que les grands médias qu'on connaît le mieux, les grandes chaînes de télévision, les grands journaux ou magazines de la presse écrite. Eh bien, nous avons, enfin je vous présente dans quelques secondes nos intervenants. Nous avons des choses à dire, des choses qui ne sont pas précisément dans ce politiquement correct, dans ce courant dominant, en toute liberté, sans langue de bois, sans langue de coton. Nous allons aborder ces thèmes de la responsabilité des médias, du travail des médias, de la façon dont les choses se passent, des difficultés aussi de ces fameux médias alternatifs qui ne sont pas soutenus par les grandes puissances d'argent, par les big pharma, les GAFAM et les autres, des notions que nous allons évidemment aborder tout au long de ce débat qui durera à peu près 1h30. Nous allons commencer à 3, nous finirons à 4, puisque ça a été dit, un de nos débatteurs, Philippe David, nous rejoint un peu plus tard. Alors, sans plus attendre, et pour aller très vite dans le vif du débat, et c'est ça qui est intéressant, je vous présente nos intervenants de ce soir. Alors, je commence par celui qui n'est pas présent, c'est-à-dire le plus loin, mais il est parmi nous à Barcelone, Emmanuel Razavi. Emmanuel Razavi est un journaliste, un grand reporter, alors qui, à l'heure actuelle, est directeur précisément d'un média en ligne qui s'appelle Field Media, auquel on peut s'abonner. Vous pouvez trouver toutes les références sur Internet, mais le dialogue franco-russe pourra envoyer aussi les références de connexion possible. Emmanuel Razavi, que je connais depuis longtemps, du temps où j'étais à Valeurs Actuelles, est un grand reporter, je vous l'ai dit, qui a marqué ses camarades à la fois par son courage, quand il est allé couvrir les événements du Moyen-Orient, mais aussi par sa volonté de comprendre les choses, d'approfondir. Il n'est pas resté, comme beaucoup de confrères, à la surface des choses pour commenter l'écume de l'actualité. Il a voulu aller en permanence au cœur de la complexité de ces événements qu'il pouvait voir, que ce soit en Égypte, que ce soit en Afghanistan, au Liban ou ailleurs. Il a travaillé aussi au Qatar. Cette expérience est très précieuse parce qu'il a vu le fonctionnement au Qatar de la presse internationale, notamment de la presse arabophone, anglophone, notamment la chaîne que tout le monde connaît bien maintenant, qui s'appelle Al Jazeera. Et il a tiré de cette expérience de journaliste de terrain un certain nombre de documentaires qui ont été diffusés sur Arte, sur France 2, sur M6, France 24. Et il a tiré aussi la matière de livres, toute une série de livres, je ne vais pas tous les citer. Un seul, c'est le dernier, cher Emmanuel, paru en 2019 ou 2020, je ne sais plus. 2020 ? Oui, sur... non, juste, enfin, oui. D'accord, oui, oui. Bon, ce livre passionnant, alors c'est un volume qui fait à peu près 600 pages, écrit en collaboration avec Alexandre Delval, que beaucoup parmi vous connaissent,
porte sur les frères musulmans. Le titre de ce livre, qui est paru aux éditions de l'Artilleur, c'est « Le projet ». Le projet avec un grand P, et le sous-titre est très explicite, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en Europe, évidemment en Occident. Je recommande à tout le monde la lecture de ce livre, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe, à la fois cette stratégie d'infiltration, mais aussi la lâcheté, les renoncements et la soumission, pour reprendre un titre du livre de Houellebecq, la soumission d'un certain nombre de nos élites. Mais avant Houellebecq, le regretté Jean Raspail avait déjà écrit beaucoup de choses. Eh bien, avec ce livre, on comprend énormément de choses qui se passent en ce moment et qui vont arriver devant nous si nous n'y prenons pas garde. À mes côtés, venant de Montpellier, comme ça a été rappelé, Nicolas Vidal. Alors, Nicolas Vidal fait partie précisément de cette nouvelle génération d'entrepreneurs médias, de journalistes, parce qu'il s'est fait connaître en France en lançant, alors en 2008, un web, comme on dit maintenant, hein, c'est ça, un web magazine, un pure player, BSC News, en français. Hein. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon, c'était le premier web magazine culturel en France. Il a été un des pionniers, un des précurseurs justement de ces fameux pure players culturels. Nicolas nous dira tout à l'heure ce que sont les pure players pour ceux qui ne le savent pas. Il a lancé en 2018 une nouvelle marque qui s'appelle Putsch, comme le Putsch, P-U-T-S-C-H, et Putsch, qui est un média donc en ligne auquel on peut s'abonner aussi. Là encore, vous aurez les références. Et Putsch est un média qui permet le débat, qui stimule la diversité des opinions pour que chacun puisse s'expliquer et que chacun puisse exposer son point de vue sans tomber, sans passer sous les fourches codines des grands médias traditionnels. Eh bien, cette chaîne Putsch Live connaît, et c'est significatif, et Nicolas nous expliquera pourquoi, connaît un succès phénoménal. Le mot n'est pas de trop. Donc, lancement en 2018, et aujourd'hui, selon les derniers chiffres que j'ai, vous allez corriger, 69 000 abonnés, voilà, et plus de 7 millions de vues, ce qui est très significatif dans le nouveau paysage des pure players et des médias en ligne. Ça pourra faire rêver un peu Emmanuel Razavi, sans doute, qui lui est le petit dernier, mais il progresse aussi très vite. Et puis je termine en disant que Nicolas est éditorialiste sur RT France, et ses sujets de prédilection, ben, c'est tout ce qui concerne la politique nationale et aussi l'Union européenne. Nous rejoindra tout à l'heure Philippe David, donc, qui sera à notre table. Il est en ce moment en train de boucler son émission sur Sud Radio. Philippe David nous expliquera un peu sa carrière étonnante parce qu'il est devenu journaliste sur le tard. Donc nous avons, avec Emmanuel, Nicolas, Philippe et moi-même, un peu toute la gamme des âges et des parcours de journalistes, des nouveaux journalistes. Et Philippe David a sorti un certain nombre de livres lui aussi. Et il anime alors la matinale sur Sud Radio et la tranche 17-19, c'est-à-dire en ce moment, enfin il vient de terminer, du mercredi au samedi sur Sud Radio. Alors voilà pour les présentations. En discutant, en échangeant pour la préparation du débat, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de sujets, évidemment, à aborder, des sujets de polémique, des sujets de réflexion, des sujets de fond. Nous ne pourrons pas tout traiter ce soir, mais pour l'organisation et la compréhension de ce débat, la pédagogie, j'ai demandé à chacun, et on va commencer peut-être par Emmanuel, et ensuite Nicolas, et on terminera avec Philippe. J'ai demandé à chacun s'il faut croire les médias, si on peut faire confiance aux médias. Oui, bon, très bien, et oui, pourquoi, et sinon, c'est ça le plus intéressant, connaissant les points de vue des uns et des autres, sinon, pourquoi on ne doit pas systématiquement croire les débats. Et donc, vous avez, selon la petite règle qu'on s'est donnée, allez, 10 minutes chacun pour ne pas trop
appesantir le débat. Et ensuite, nous aurons toute une série de questions, d'échanges, et chacun pourra donner vraiment son point de vue en réaction à ce que diront les uns et les autres. Alors, d'emblée, la première question, Emmanuel, cher Emmanuel, de Barcelone. Croyez-vous les médias? Alors, quand on dit les médias occidentaux pour être plus simple, on va parler des nôtres, français, occidentaux ou européens. Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi, Emmanuel? Alors Frédéric, merci tout d'abord. Écoute, je te remercie de ta gentille présentation. Il y a effectivement une vraie question qui se pose. D'abord, faut-il croire les médias? Quels médias? Et de quelle nationalité? Je regarde, bien évidemment, puisque je suis un journaliste français, je dirige un média dont le siège est à Barcelone, mais qui est en français, qui est un média de grand reportage, d'actualité générale. Et donc, je regarde évidemment régulièrement ce que commettent mes confrères français, que je connais bien sûr, parce que je connais toutes les grandes rédactions. J'ai eu la chance, tu l'as rappelé, de travailler pour toi pendant de nombreuses années en tant que grand reporter, mais de travailler aussi avec d'autres rédactions, comme le Figma, comme Paris Match, Arte, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un exemple, si vous le permettez, moi j'aimerais vous donner, parce qu'il se trouve qu'on a un point commun avec mon confrère Philippe David, qu'il officie, comme tu l'as rappelé, à Sud Radio. Et il n'y a pas longtemps, moi, chaque vendredi, je tiens une chronique dans la matinale, justement, de Sud Radio, et il m'a été demandé de faire un comparatif entre la situation du Covid en Espagne et la situation en France. Si vous me permettez, je veux commencer par cet exemple parce que j'aime bien rentrer dans le concret des choses. Pendant que j'étais, tu sais comment ça fonctionne, Frédéric, j'étais en train de regarder les chiffres, les statistiques, les données officielles, j'entends les données publiques, tant du côté français que du côté espagnol. Tournait une chaîne en continu dans notre rédaction, nous écoutons de temps en temps les chaînes d'information française régulièrement, et nos confrères de BFM, pour ne pas la citer, étaient en train d'expliquer qu'en Espagne, la situation était dramatique, était pire qu'en France. Alors, il se trouve que voilà, j'avais les moyens de lui passer un petit message pour dire qu'il se trompait, parce que dans le même temps, j'avais les chiffres sous les yeux, et les chiffres indiquaient qu'il y avait 25 000 morts de moins en Espagne, à peu de choses près de 300 000 cas de moins, avec les théâtres ouverts, avec les bars ouverts, avec les cinémas ouverts, avec les salles de sport ouvertes, etc., etc., etc. Et donc l'information qui était donnée à ce moment-là sur BFM était une information fausse. Alors, peut-on croire ce type de médias lorsqu'il n'y a pas de vérification, puisque c'est très simple de le vérifier. Les sources sont ouvertes. J'irai même plus loin, il suffit d'aller le vérifier sur Internet, en ligne, on peut avoir ces données sanitaires des différents États. C'est pas la première fois que je suis confronté à ça. Sur la même chaîne, il m'est arrivé d'entendre exactement la même chose 15 jours ou 3 semaines plus tôt. Donc évidemment, c'est très marquant pour moi, qui vis en Espagne, d'entendre raconter n'importe quoi, mais c'est très marquant aussi pour moi de voir qu'il n'y a pas de contradiction sur le plateau au moment où il est dit cela par le journaliste, et pour cause, parce que sur le plateau en question, il n'y a aucun journaliste de terrain, il n'y a aucun, on parle de l'Espagne, sans qu'il y ait à aucun moment, en fait, aucun intervenant qui soit légitime. Donc un journaliste de terrain, peut-être un scientifique espagnol, peut-être quelqu'un qui travaille pour le ministère de la Santé espagnol, il n'y a strictement personne. Pour autant, je l'ai dit, le lendemain matin, vous voyez, j'étais sur Sud Radio et j'ai pu donner en toute liberté, en toute transparence, ces chiffres, qui étaient des chiffres, encore une fois, tout à fait officiels. Donc, la vraie question aujourd'hui, pour moi, c'est quels médias, en fait, peut-on croire? Parce que je crois qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, cher Frédéric. Peut-être que mon camarade de Putsch le dira aussi, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'apparition notamment des chaînes d'information en continu, mais c'est un phénomène qui s'accélère depuis 2 ou 3 ans, viennent parler sur des plateaux de télévision des gens qui nous refont parfois un peu le café du commerce, les caméras en plus. Je m'explique. Vous avez aujourd'hui finalement des médecins qui vous parlent de politique, vous avez des politiques qui vous parlent de médecine, mais on l'a beaucoup vu dans le cadre de la pandémie, de la crise du coronavirus, mais sans avoir la légitimité, en fait, l'expertise, en fait, de ce dont ils parlent. On peut voir aujourd'hui un avocat vous parler de ce qui se passe en Afghanistan sans jamais avoir mis les pieds, ou encore une fois un politique, je l'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur LCI, nous donner en fait des conseils sur la pandémie, et je ne crois pas en fait que ce monsieur, sans citer son nom, eût été très légitime. Et en fait c'est tout le problème aujourd'hui, ces chaînes d'information en continu, c'est qu'on ne sait plus qui parle ni d'où. On a le sentiment finalement d'avoir de l'information
venant en fait d'experts, parce qu'ils sont systématiquement présentés comme des experts, mais la vraie question c'est experts de quoi? C'est important. Moi j'ai été beaucoup confronté à cela, hein, encore une fois, alors ne croyez surtout pas que je vais charger mes confrères des chaînes d'infos en continu, mais tu l'as rappelé, moi ma spécialité c'est de travailler au Moyen-Orient, j'ai beaucoup travaillé sur les milieux djihadistes, et une de ces chaînes m'a appelé il y a 2 mois pour participer à un débat, soi-disant, d'experts en fait sur le terrorisme, sur le djihadisme. Alors, ça me parlait évidemment parce que j'ai passé une partie de ma vie à côtoyer les talibans, les gens du Hamas, etc. Lorsque la journaliste de cette chaîne de télévision m'a appelé, elle m'a dit « Alors, je vous appelle donc pour parler de terrorisme. Rappelez-moi ce que vous faites. Vous êtes avocat ?» Alors, je dis « Non, je suis journaliste, je ne comprends pas. Pourquoi vous me dites cela ?» Elle m'a dit « Ah mince, écoutez, je suis désolé. » Donc, je n'ai pas donné suite. C'est quand même des problématiques, je le dis. Peut-être que je n'ai pas l'habitude de critiquer mes confrères, parce que j'ai beaucoup de respect quand même pour la presse française, et je pense qu'on a une presse de qualité dans l'ensemble. Frédéric, réellement, on a quand même des grands titres, je parlais du Figaro Magazine notamment, ou Paris Match, mais je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus en fait le temps peut-être d'informer. Dans ces chaînes d'information en continu, c'est d'ailleurs des jeunes journalistes que je connais, moi qui me l'ont raconté, on les met sous pression en permanence. Dans la même journée, il faut qu'ils fassent 5 ou 6 plateaux sur le même sujet. Ils n'ont pas le temps de vérifier l'information parce qu'évidemment, il faut installer les plateaux, il faut faire des directs, il faut en permanence amener du contenu. Et le travail d'un journaliste, c'est de prendre le temps. Et le temps d'une chose qui est la vérification. Enfin, trouver l'info, bien sûr, la vérifier. Et donc, pour cela, ça demande d'être quand même un minimum sur le terrain à enquêter. Or, il ne vous a pas échappé que depuis quelques années, vous voyez de moins en moins d'émissions en fait, de reportages, de grands reportages, d'enquêtes. Il y en a de qualité, bien sûr, en France, mais de moins en moins. Et on voit apparaître de plus en plus en fait, d'émissions de débat avec donc des gens qui ont des points de vue, mais qu'ils pourraient partager au Café du Commerce, surtout sur la géopolitique, sur la pandémie, évidemment, depuis 1 an et demi, on ne voit que cela. Alors c'est intéressant ce que tu racontais, Frédéric, parce qu'en l'occurrence, ce qui a fait le succès, je pense, de nos sites depuis le début de la pandémie, tu l'as rappelé, moi, mon site est beaucoup plus récent que celui de notre camarade de Pouch, n'empêche que, en 3 ans, on a constaté un changement, notamment dès le début de la pandémie. C'est que nos chiffres ont été multipliés par presque 20 en l'espace de quelques semaines, parce que les gens ont commencé à vouloir aller voir une autre information, voir autrement. Nous, on a beaucoup communiqué sur le fait que on est une rédaction, moi j'aime dire que nous sommes une rédaction internationale, mais en même temps très familiale. Mais aujourd'hui, on a 84 collaborateurs, des grands reporters qui ont remporté des prix internationaux, qui sont quand même reconnus en fait par la profession, mais qui sont sur le terrain. On est présent dans 36 pays. On ne suit jamais les agences de presse. On n'a aucun abonnement à aucune agence de presse, c'est une règle. On vérifie les informations par nous-mêmes, et ce qu'on n'est pas capable de vérifier, on ne va pas y travailler. Là-dessus, on amène du décryptage par des chercheurs, par des scientifiques, encore une fois, de terrain. Je vais donner un exemple, question très à la mode qui est celle de l'environnement. On travaille avec une volcanologue qui s'appelle Anne Fournier, qui travaille beaucoup sur les questions de réchauffement climatique, alors qu'elle a des théories très différentes de celles de Greta Thunberg. Mais évidemment, c'est une scientifique, elle se rend dans des zones extrêmement dangereuses et elle explique en fait les conditions de réchauffement climatique par d'autres biais en fait que l'impact tout simplement en fait de l'humain. On appelle l'anthropisme en fait. Voilà, donc c'est intéressant de donner la parole à ces gens-là aujourd'hui, et c'est ce que viennent chercher aujourd'hui les gens chez nous. Notre baseline, c'est l'info issue du terrain, ce n'est pas pour rien. Il y a encore, évidemment, chez un certain nombre de nos camarades, encore une fois, je citais Figaro Magazine parce que je suis très client du Figaro Magazine, vous m'en excuserez, mais Match, il y a encore des gens qui font cela, heureusement, donc je crois qu'on n'a pas à rougir de cette presse-là, mais qui peu à peu quand même ne représente plus du tout ce qu'on appelle la presse mainstream en réalité, parce que la presse mainstream aujourd'hui devient en réalité celle des chaînes d'infos en continu qui trustent complètement l'information en jouant sur l'émotion, en jouant sur les oppositions et non plus sur de l'information vérifiée. C'est un vrai problème pour moi. Merci Emmanuel pour cette belle introduction très complète avec beaucoup de thèmes qui vont être progressivement abordés, peut-être la culture des journalistes aussi, c'est important, les effets de la pandémie. Alors, je suis heureux d'accueillir Philippe David, qui a rejoint notre plateau en sortant lui-même de Sud Radio et de Studio. Il est chaud bouillant, prêt pour le débat, et c'est tant mieux. Alors, Nicolas Vidal, même question que pour Emmanuel Razavi, avant de la poser à Philippe.
Peut-on croire les médias et oui ou non, pourquoi? Alors, oui, moi je partage le point de vue d'Emmanuel Razavi, mais je vais être beaucoup plus dur en fait. Ne m'en veuillez pas, je pense qu'il y a aussi une question là-dessous d'idéologie. Une énorme idéologie des grands médias mainstream, concrètement sur des questions comme le progressisme, la mondialisation, sur des choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, ces médias-là verrent toujours dans la même idéologie. Et ce qui est intéressant aussi de dire pour l'émancipation de nos médias à nous, indépendants, qui se sont montés avec 3 fois rien, enfin c'est mon cas, je pense que les grands médias aujourd'hui ont perdu le monopole de l'information. C'est pour ça que les gens sont allés sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les gens sont allés sur YouTube. Parce qu'ils ont bien compris à un moment donné qu'on leur disait pas forcément la vérité. Moi, il n'est pas question de fake news, mais qu'on essayait de tordre la réalité sur des faits qui correspondent à ces grands médias. Le progressisme, la mondialisation, l'Union européenne, ce sont mes sujets. Et ça, je trouve, c'est assez terrible. Je prends toujours cet exemple dans mon livre. Regardez par exemple le traité référendum de 2005. Le viol démocratique absolu de ce que les Français pour lesquels les Français ont voté non. Eh bien, on s'est rendu compte que tous les grands médias mainstream, ou pratiquement tous, quasiment tous, finalement, avaient fait une campagne pour le oui. Et que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Orage de désespoir, les Français ont voté non à 54%. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a eu une fracture démocratique énorme entre une partie de la population française, que j'appelle la France périphérique, et les médias. Et ça, finalement, ça a maturé, ça a maturé, ça a maturé. Vous avez eu quoi? La crise des Gilets jaunes, le retour de la France périphérique, ce retour du peuple, dont parle ton confrère André Barkov. Et les gens se sont rendus compte au fur et à mesure, qu'il n'y avait plus de quoi? De débat. J'étais récemment chez Jean-Marc Morandini sur CNews qui me posait la question, il me disait « Nicolas Vidal, ne me dites pas ça, il y a du débat partout et tout le temps sur tous les plateaux télé. » Mais ça, je disais à Morandini, ça c'est la forme. Le fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... Je vais reprendre, désolé, je vais faire un peu les Gilets jaunes, mais sur les Gilets jaunes, vous aviez des gens qui étaient extirpés des manifestations, qui avaient fait 8 heures ou 9 heures de manif, qui n'étaient pas rodés au plateau télé, qui n'étaient pas rodés aux médias, et qui se sont retrouvés à devoir se justifier de ce qu'ils étaient sur les plateaux où ils ne correspondaient pas au code, ils ne connaissaient pas les codes, et ils étaient face à des gens qui étaient extrêmement connus. Donc il n'y avait pas de débat. C'est typiquement l'exemple phare, ça, pour moi, de gens qui se sont retrouvés sur des plateaux télé et qui ont été complètement massacrés verbalement, soyons clairs, verbalement, par des éditorialistes qui étaient bouffis d'ego. Et donc ces gens n'ont pas pu exprimer. Mais vous imaginez comme c'est intimidant d'aller sur un plateau télé, surtout quand vous ne faites pas partie de la télévision, et qu'on vous pousse, on vous propulse en quelques minutes à exprimer des revendications, parfois vous avez du mal à formaliser. Et ça, pour moi, ça a été un grand changement. Donc 2005, la crise des Gilets jaunes, réforme des retraites, et finalement on se rend compte que le traitement de certains grands médias, je ne vais pas dire tous les grands médias, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais certains grands médias finalement, ont tordu l'information sur les 20 dernières années, notamment sur le progressisme, notamment sur la mondialisation, notamment sur tous ces sujets, et notamment, et l'exemple encore le plus fréquent, l'exemple le plus récent, c'est la réforme des retraites. La réforme des retraites, formidable. Il n'y a personne qui nous a expliqué en 2 ans que la réforme des retraites était une volonté, une exigence de l'Union européenne. Voilà, donc à un moment donné, ceux qui contre la réforme, ceux qui étaient gilets jaunes, c'était des racistes, qui étaient homophobes, comment? Des réalités écologiques. Oui, mais alors ça, on peut en parler, mais je veux dire par là, c'est que sur le traitement médiatique, il aurait été intéressant de mettre les Français devant ces réalités-là, et en disant voilà ce qu'on va vous proposer. On va la faire parce que l'Union européenne, d'accord, l'impose. Mais quand vous montez aux gens, et que vous avez comme réponse en disant aux téléspectateurs, vous êtes trop cons finalement, parce que la réforme des retraites, c'est un progrès, il faut sauver la dette à nos enfants, mais vous connaissez tous l'argumentation. Là, les médias n'ont pas joué leur rôle, parce qu'ils auraient dû faire des débats avec toute une série de gens, dans des débats équilibrés, avec des gens, à des arguments qui pouvaient s'opposer. Et de manière à ce que les gens, il n'est pas question ici de dire pour ou contre la réforme, il est question de dire à un moment donné, d'élargir le débat de manière à ce que le citoyen qui prend en compte son avenir, parce que là on parle d'un avenir pour notre nation, puisse à un moment donné avoir des arguments équilibrés et se fasse sa propre opinion. Mais en partant du principe que certains grands médias prennent la plupart des Français pour des bofs, parce que c'est le cas, eh bien c'est quantité somme toute négligeable, donc on laisse finalement aller là-dessus. Pour revenir en Putsch, j'ai essayé d'avancer dans l'introduction. Moi, Putsch, je l'ai monté comme ça. Putsch, je l'ai monté parce que je me suis dit que je voulais à un moment donné mettre en place des débats équilibrés avec toute une foule de gens qui pouvaient avoir des avis très différents sur les grandes questions.
Et je ne suis pas, quand je reçois mes invités sur ma chaîne YouTube ou sur Putsch Média, je ne suis pas un procureur. Putsch n'est pas un tribunal. Je laisse les gens s'exprimer, chacun développe son argumentation, et je vous assure qu'il y a plusieurs fois, à nombreuses reprises, je ne suis pas du tout d'accord avec mon invité. Mais ça, on s'en fout, en fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que j'ai trouvé qu'il fallait remettre le débat au centre du jeu. Et il faut arrêter d'excommunier comme ça ce qu'on appelle pompeusement la parole populaire. Et qui peut amener, je crois que ce n'est pas le moment, mais parler aussi de souveraineté. Parce qu'elle est là, la question centrale. La démocratie repose, c'est les médias qui doivent défendre la démocratie avec ce sillon fécond. Le débat, le pluralisme et la démocratie. Quand vous avez des traités européens, notamment, et que vous avez des textes qui sont mis en ligne sur les sites de l'Élysée ou de Matignon 3 jours avant les signatures, et qu'il n'y a aucun débat qui est organisé sur aucun plateau, mais enfin, à un moment donné, on peut pas, les Français ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter ça. C'est pour ça que les grands médias, il y a une idéologie mondialiste qui, à un moment donné, laisse entendre que c'est le chemin allant où il faut absolument aller, et que celles et ceux qui ne veulent pas suivre sont des Gaulois réfractaires. Rappelez-vous cette magnifique phrase de notre cher président, ce sont des Gaulois réfractaires au changement, au progressisme, au progrès, à la vie économique qui va, à la vie sociale qui va, à la société. Est-ce qu'on le veut ou pas? Encore faut-il poser l'action française. Je répète aussi que, et je terminerai par là, que nous sommes aujourd'hui en 2021, depuis quand il n'y a pas eu de référendum dans ce pays? 2005. Voilà. C'est la première fois de la Ve République, ça fait 16 ans, il n'y a pas eu de référendum. Et le dernier référendum que nous avons proposé aux Français, eh bien, nous n'avons pas suivi leur avis. Donc les médias, là, auraient dû jouer un contre-pouvoir. Voilà un peu pour mon introduction sur ce sujet, Frédéric. Philippe David, vous travaillez sur un média, j'allais dire, bon, un média radio, Sud Radio, qui est traditionnel, institutionnel, qui fait partie des grands médias, qui n'est pas un média alternatif. Peut-on croire Sud Radio? Croyez-vous ce que les autres médias peuvent dire sur un certain nombre de sujets, en sachant que dans quelques secondes, nous allons revenir sur les fameux sujets clivants, comme on dit, ou les sujets où s'exprime de l'idéologie du conformisme, évidemment la Russie, la Syrie, l'Amérique, et puis bien d'autres sujets. Vous pourrez choisir ceux qui vous semblent les plus porteurs d'idéologie consensuelle, et avec au cœur de cette idéologie consensuelle beaucoup de contre-vérités. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, je pense que nos amis Nicolas qui connaît bien Sud Radio ou encore Emmanuel qui connaît bien Sud Radio aussi, puisqu'ils y passent régulièrement, savent que nous on donne la parole à tout le monde et que personne n'est traité de manière différente. Alors, Nicolas parlait à juste titre, et Emmanuel aussi. Alors là, je vais revenir par exemple sur 2005 ou 1992. 1992, Maastricht, hein, bien évidemment, le référendum de Maastricht. Mais alors, 2005, c'était poussé à son paroxysme. Grosso modo, il y avait les Européens qui étaient modernistes, qui étaient démocrates, qui étaient ouverts, et il y avait les anti-européens. Alors que beaucoup de gens qui ont voté non, et j'avoue en avoir fait partie en 2005, n'étaient pas anti-européens, ils étaient pour une autre Europe. L'Europe voulue par le général de Gaulle, c'est-à-dire l'Europe des nations, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme il avait dit à la fin des années 60, la préférence communautaire, c'était quand même une chose importante. Aujourd'hui, on a fait l'Europe voulue par les Anglais, pour la raison pour laquelle ils sont rentrés dedans, c'est-à-dire d'en faire une vaste zone de libre-échange. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'entre-temps, les Anglais en sont sortis. C'est-à-dire qu'ils ont eu le beurre, l'argent du beurre et les chambres de la crémière, comme on dit un peu trivialement. Et tous les médias étaient pour, et ceux qui étaient contre étaient caricaturés, ils sont ringards, ils sont passéistes, alors ils sont quand même au moins un peu fachos, bon, même s'ils viennent, ils ont été ministres de Mitterrand, comme Chevènement, par exemple, mais certains avaient fait le très mauvais jeu de mots en disant, oui, Chevènement, il est socialiste national. Vous voyez un peu le sous-entendu nauséabond qu'il y avait derrière. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas si tu t'en souviens, mon cher Nicolas, oui, mais c'était quand même assez abject. Et si avec pour les référendums européens, à la rigueur, ça irait, mais quand on regarde la dernière campagne présidentielle, la couleur des médias français était totalement monocolore. Ce kiosque à journaux, cette photo de kiosque à journaux a fait le tour du monde, où il n'y avait que la photo d'Emmanuel Macron en disant « le futur président, le président
Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. C'était la une d'ailleurs de Libération, etc. C'était totalement monocolore. Et ce, avant même le second tour. Avant même le second tour. Alors, faut-il croire les médias ? Personnellement, je suis devenu journaliste à 50 ans. Donc vraiment sur le tard. J'ai jamais fait d'école de journalisme. Et je pense qu'on s'en porte pas plus mal. Je sais pas. C'est sûr. Enfin, du moins, je le pense. Hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et déjà, il y a un problème chez les journalistes, c'est qu'il y a une pensée formatée dans les écoles de journalisme. C'est un sondage qui a été sorti sur les écoles de journalisme au moment où Lionel Jospin était Premier ministre, qui disait, je crois que 96% des élèves d'école de journalisme votaient à gauche. Excusez-moi, 96%, c'est un score nord-coréen. Je pense qu'on est d'accord, à peu de choses près. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus un arc-en-ciel, on va dire, idéologique, que tout le monde ne pense pas la même chose. Et le vrai souci, peut-on croire les médias, comme tu as demandé Frédéric, moi, il y a plusieurs fois où j'ai vraiment pas eu envie de croire les médias. Exemple, quand certains médias nous vendaient qu'il fallait faire la guerre en Irak parce qu'il y avait des tonnes d'armes de destruction massive, etc., les médias américains mentaient du début à la fin, les médias français reprenaient. Est-ce qu'il y a eu un mea culpa derrière ? On revient un peu en arrière. Rappelez-vous quand les Khmers rouges arrivent au pouvoir à Phnom Penh. Le Monde titre Phnom Penh libéré. Libération rend hommage aux libérateurs et des scènes de joie dans Phnom Penh. Il y avait, je crois, 8 millions d'habitants au Cambodge le 25 avril 1975, quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir. À leur départ, lors de l'intervention militaire vietnamienne en janvier 1979, 2,5 millions à peu près avaient été massacrés. Est-ce que vous avez entendu un mea culpa des journalistes qui avaient proféré ces horreurs? Vous avez entendu un mea culpa, Frédéric? Si, il y en a eu, mais bon. Il y en a eu, mais vraiment très tard. Et puis vraiment, on ne pouvait pas deviner, comprenez, ceci, cela. Il y avait toujours une bonne raison d'avoir menti aux gens et de leur avoir menti de manière éhontée. Donc peut-on croire les médias? Je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit mes deux amis, Nicolas et Emmanuel. Emmanuel dit, on est des gens de terrain, on regarde ce qui se passe et on en parle. Sans œillères, sans tabou. Ça, c'est essentiel. Et comme le disait justement aussi notre ami Nicolas, les réseaux sociaux ont tout fait basculer. Parce qu'une vérité peut exploser au visage des gens lorsqu'elle devient virale. Quelque chose qui aura été caché par tous les médias. Oui ou non? Et ça, c'est quand même une chose essentielle. Alors, peut-on croire les médias? Oui, mais quand même après avoir relu plusieurs fois. Tous les journalistes n'ont pas fait l'école de journalisme. Hein, c'est une minorité encore aujourd'hui qui sort d'école de journalisme. C'est vrai qu'il y a un formatage intellectuel, culturel dans ces écoles, mais à l'image du formatage de l'université française. Ça peut être Sciences Po et d'autres grandes écoles de ce type. Moi-même, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais je m'en porte pas plus mal, effectivement. On va revenir sur la fracture médiatique, sur le conformisme, sur la sous-culture peut-être journalistique sur certains sujets, avec Emmanuel Razavi notamment, sur ce sujet-là. Mais on a parlé beaucoup d'histoire, vous êtes revenu sur les Khmers rouges, sur 2005, très bien. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'actualité, quelques grands sujets qui montrent que nos médias ne connaissent pas toujours la réalité, je ne parle pas de la vérité, mais la réalité des choses, des événements, et ont tendance, alors sous le poids du conformisme de l'idéologie, à avoir des discours ou des reportages ou des analyses réductrices. Parmi ces sujets, il y en a un qui nous préoccupe, et nous sommes ici au dialogue franco-russe, il faut en parler, on va peut-être commencer par ça, le traitement de la Russie de ces dernières années, de ces 20 ou 30 dernières années, de la Russie et de Vladimir Poutine dans nos médias. La question que je vous pose, c'est, estimez-vous, mais je devine déjà la réponse, que ce traitement est raisonnable, réaliste, équilibré, ou si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qui explique que ce traitement de l'actualité russe soit si biaisé en permanence dans nos grands médias, que ce soit écrit ou audiovisuel? Je pense que nous ne sommes pas des médias alternatifs. Moi, je crois aujourd'hui que nous sommes juste des médias ancrés dans le réel. Et j'ai le sentiment, de plus en plus, j'aimerais avoir l'avis de Nicolas là-dessus, que les médias alternatifs
petit à petit sur les médias mainstream. Je pense qu'ils sont déconnectés complètement en fait, du réel que nous allons chercher sur le terrain. Et donc on joue notre rôle simplement de journaliste, de reporter. À telle enseigne que... Attends Emmanuel, quand on dit alternatif, alors on ne va pas se mettre à définir les mots, mais c'est parce que ce sont des médias qui apportent un autre son de cloche, une autre réalité précisément, que les médias mainstream, c'est ça. Je l'entends bien ainsi, nous nous connaissons bien, donc je l'entends bien ainsi dans ta bouche, mais aujourd'hui dans la bouche d'un certain nombre de nos confrères, c'est juste une façon un peu de nous ostraciser, c'est-à-dire que nous n'appartenons pas en fait à la grande presse, alors que nous en venons, et c'est cela que je voulais dire. Et c'est intéressant parce que ça nous amène à un sujet qui concerne la Russie, ça a été l'apparition de Russia Today, de RT France. Et c'est assez intéressant de voir en fait le traitement qui a été réservé à cette chaîne d'information qui, ma foi, ne démérite pas et est une chaîne d'information comme une autre. On l'a tout de suite cantonné au rang de chaîne officielle finalement la voix de Vladimir Poutine, en fait, en clair. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va émettre ce type de critique sans regarder que nous-mêmes, nous avons des chaînes d'information, nous avons une chaîne d'information, que j'ai collaboré avec, c'est une très grande chaîne, une très belle chaîne, c'est France 24, mais elle est aussi la chaîne quand même de la République française, la voix de la France à l'étranger, la voix de la France dans le monde. Et donc, très bizarrement, c'est étonnant, les journalistes sont très critiques quand ce sont les autres, en fait, qui le font. Mais alors sur nous, par contre, c'est tout à fait normal. Donc déjà, il y a un biais, en fait, dans l'information. Et de fait, on ostracise aussi, finalement, une grande chaîne étrangère. Mais encore une fois, à tel point que moi, je l'ai vécu à quelques reprises. Je suis intervenu sur RT. Et 2 ou 3 fois, j'ai fait des articles pour leur site internet, qui me semblent, ma foi, de très bonne facture. Il y a des grands spécialistes, il y a des très grandes pointures, je dirais, internationales. Et je recevais des SMS de certains confrères me disant « Mais comment peux-tu travailler avec eux? C'est la Russie, tu es en train de te faire manipuler. » Mais j'ai répondu à l'un d'entre eux un jour, mais vous n'avez jamais fait la remarque quand je travaillais pour France 24, c'est quand même très surprenant, ça reste une chaîne d'information internationale. Ça montre donc déjà qu'il y a un biais et une manipulation. Et je rejoins Nicolas, j'ai trouvé intéressant ce qu'il a dit, mais je sais que mon ami Philippe pense la même chose, c'est qu'aujourd'hui il y a un biais idéologique en France. Vient-il des écoles de journalisme? Oui, en partie, et de notre profession, qui est quand même plutôt plus à gauche qu'à droite, et je suis désolé de le dire, c'est une réalité. Et aujourd'hui, ceux qui sont devenus les baromètres de la bonne pensée, ce sont les médias de gauche, à commencer par Mediapart, qui est devenu le baromètre en fait, de ce que l'on doit penser, de ce que l'on doit dire, de ce qu'on a le droit de dire. Alors j'espère ne pas être désagréable aux oreilles de certains en disant cela, mais j'aime bien appeler un chat, et encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour le titre, pour Mediapart, ils ont de très grands journalistes, la question n'est pas là, mais il y a ce biais idéologique. Et ce biais idéologique, aujourd'hui, il s'est accentué, nous on l'a vu à la rédaction, il s'est accentué depuis 4 ans avec l'arrivée, je suis désolé de le dire aussi, d'Emmanuel Macron. Il faut penser mondialisation. Si vous êtes un souverainiste, vous êtes un fasciste. Si vous n'êtes pas sur les thématiques de la mondialisation heureuse, vous êtes un fasciste. Donc il y a une réduction en fait à Bilerum de tous les gens qui ne pensent pas mondialisation, qui ne pensent pas multiculturalisme, et ce qui est absolument insupportable. Et moi je vois bien dans des journalistes, chez moi j'ai beaucoup de gens de gauche dans ma rédaction, mais je vois certains d'entre eux parfois se faire insulter, toujours par des haines d'ailleurs, et être réduits évidemment à l'extrême droite, alors qu'ils sont des gens très engagés à gauche. C'est ce que racontait mon camarade Philippe tout à l'heure sur Jean-Pierre Chevènement, parce qu'on ne pense pas comme ce que l'on veut nous imposer. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Nous, on fait partie des gens qui n'avons pas peur de le dénoncer. Alors, on le dénonce, nous, de notre manière. C'est-à-dire qu'on va chercher l'information, encore une fois, vérifiée sur le terrain, souvent pour dire le contraire de ce qu'on nous a raconté ou de ce qu'on veut nous faire passer à coups de marteau, parce que c'est devenu ça. Je termine là-dessus, pour ne pas être trop long. Je vous rappelle qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, au début de la pandémie, la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, a mis en place une plateforme gouvernementale qui était supposé dire aux Français quels étaient les médias crédibles et ceux qui ne l'étaient pas. Il ne m'aura pas échappé qu'un grand titre comme Le Figaro n'était pas dans les médias crédibles, il n'était pas cité. C'est embêtant, c'est George Orwell, c'est 1984. Donc aujourd'hui, on a un vrai combat à mener, journalistes que nous sommes, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve ce soir, avec Philippe David, on en parle souvent, mais là-dessus, parce que la vraie voie de l'information aujourd'hui, et qu'elle touche la presse française comme des confrères russes ou autres qui viennent travailler en France,
sont concernés par cela. C'est vraiment une question de démocratie, parce que c'est une question de débat. J'ai noté que finalement Vladimir Poutine coche toutes les cases de l'infamie politique, puisqu'il est souverainiste, il est patriote, il est chrétien, et il a beaucoup d'autres qualités et quelques défauts qui le rangent dans la catégorie des gens à éviter. La Russie est-elle bien traitée, maltraitée par nos médias, et pourquoi est-elle si souvent caricaturée? Quand j'ai commencé à aller fréquemment sur RT France, on m'a mis en garde en me disant on va te fermer, toutes les portes seront fermées si tu commences à aller sur RT France. Et puis je leur ai répondu à ces gens, mais en fait il y a des portes que je n'ai pas envie d'ouvrir, donc tout ça va très bien et je vais y rester parce que j'y suis très bien, parce que je peux y exprimer des choses. Pour le traitement de la Russie, je voudrais faire un parallèle avec une expérience vécue, et vous allez comprendre. Je lisais, j'étais abonné au Monde avant, ce journal de déférence, pendant un certain temps, et j'avais lu plusieurs articles sur la Hongrie notamment. Et des articles, il y a 6-7 ans, qui étaient absolument effrayants sur la Hongrie, Budapest, sur ce qui s'y passait. Et je me suis dit, mais comment il est possible? On nous parlait du Jobbik, on nous parlait de toute une série de gens qui défilaient dans Budapest. Et j'ai lu ça à 3-4 reprises, et je me suis dit un jour, journalisme de terrain, on va aller voir, on va aller voir l'information, on va aller la chercher sur le terrain, à la source. Et donc, j'ai pris mon petit baluchon de journaliste, et mon téléphone, mon petit carnet, et je suis allé en Hongrie. Et je n'ai absolument pas vu, mais alors pas du tout vu, ce que m'a raconté Le Monde. Et j'ai été effrayé. Et c'est à ce moment-là, c'est très récent ça. Hein. Ça, c'est 2010-2011 pour moi, donc c'est très récent. Et c'est là où je me rends compte qu'à un moment donné, pour en revenir à la Russie, il y a des gens qui écrivent depuis Paris et qui ne connaissent pas les pays dans lesquels ils sont, ils ne connaissent pas les pays dont ils parlent, et ils ne comprennent pas, encore pire que ça, ils ne comprennent pas la complexité des pays dont ils parlent, la complexité avec la chute du mur, tout ça. Et ces populations-là, finalement, sont extrêmement décrédibilisées. Regardez une nouvelle fois le traitement qui a été infligé à la Hongrie, à la Pologne, pour parler de l'Union européenne, là-dessus. Et quand on va sur place, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a un delta qui ne correspond à rien à la réalité. Et on lit des choses qui sont totalement aberrantes. Mais pour être journaliste, vous avez raison, Emmanuel Razavi et Philippe David, il faut effectivement sourcer l'information. Mais il y a un truc qu'il faut faire, en fait, aussi. C'est bosser. Travailler, voir les sujets, aller lire énormément, comprendre, revenir en arrière. Et c'est ça, aujourd'hui, qui me semble intéressant. Et pourquoi on fait ce travail-là? On fait ce travail-là aussi pour mieux le décrypter et de mieux informer les gens. Et je pense que ce qui arrive notamment sur le traitement de la Russie, ce qui arrive aussi sur le traitement de la Pologne, que je connais bien, le traitement de la Hongrie, c'est la même chose. J'ai lu des choses, mais absolument, absolument navrantes. Et notre travail de journaliste, effectivement, c'est de vérifier les sources, mais c'est aussi de décrypter, d'analyser pour donner, je le répète, un avis aux gens, ou du moins plusieurs points de vue aux gens. Mais ça demande aussi de pouvoir avoir digéré les sujets et de pouvoir les expliquer. Et quand vous êtes dans une chaîne télé ou un média, aussi, si vous connaissez bien un pays, vous pouvez aller chercher dans le pays en question des gens qui pourront vous éclairer. Des gens, des opposants, ou des gens qui sont proches du pouvoir qui pourront s'opposer, qui pourront décrypter, qui pourront débattre. Il n'y a que comme ça, à un moment donné, qu'on peut faire l'information et informer les gens. Et à partir du moment où les gens se sont rendus compte que tout ça n'était plus vrai, n'était plus valable, eh bien, ils sont allés sur les réseaux sociaux. Donc je pense que le traitement médiatique qui frappe la Russie, qui frappe aussi la Hongrie, la Pologne, d'autres pays, c'est les trois que j'ai en tête actuellement, parce que j'ai fait l'expérience de la Hongrie, que je connais bien, j'ai été absolument effaré. Donc le traitement aussi qui est fait à la Russie est à peu près le même. Ça veut dire qu'il n'est pas question de dire je suis pro-russe ou anti-russe, il est question de comprendre la complexité de ces pays et de pouvoir à un moment donné les fouiller et de donner une information la plus valable possible sans un truc, le mot magique, sans idéologie. Alors, pour être précis, le traitement de la Hongrie par la correspondante d'un grand quotidien du soir se fait à partir de Vienne. La personne est basée à Vienne et elle va de temps en temps en Hongrie pour vérifier ses propres perceptions vues de Vienne. Ce qui, évidemment, elle vérifie, le micro marche, hein, elle vérifie ses propres préjugés. Alors, Philippe, sur la Russie, restons sur la Russie. Regardez ce qui s'est passé lors de l'implosion de la Yougoslavie. Parce que je crois que c'est le 25 juin 1991 que la Slovénie décrète son indépendance. Pendant toute la guerre de Yougoslavie, les Serbes étaient les méchants, les gentils étaient les Croates, les Slovènes, les Bosniens, les Bosniaques, les Macédoniens, puis plus tard les Kosovars. Mais systématiquement, les Serbes étaient les méchants.
Les Serbes étaient les seuls à faire de la purification ethnique. Mais les Serbes de Croatie, les Serbes de Krajina, ils n'ont pas été épurés ethniquement par les Croates. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, on en avait parlé ici avec Emir Kusturica, on en avait parlé ensemble après, vous diront que oui. Parce que c'était pas les bons... C'est une conception assez américaine des choses. Pour les Américains, l'éducation, vous êtes le bien ou vous êtes le mal. You are evil. Vous êtes le démon. Manichéen. C'est très manichéen. Alors que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Alors évidemment, il y a des choses très noires. Hein. Ça va de soi, il y a des régimes indéfendables. Mais qu'on le veuille ou non, c'est pas manichéen. C'est pas le bien, le mal. En une ex-Yougoslavie, les médias français étaient outrancièrement anti-serbes. Alors que les Serbes ont commis des crimes, évidemment, Milosevic a commis des crimes, Karadzic, etc. Srebrenica, c'est une horreur. Mais ils ont aussi été victimes de crimes. D'accord ? C'est là où c'était absolument anormal. Si vous prenez la Russie, elle a une présomption de culpabilité sur elle. C'est ce qu'il y a quand même d'assez terrible. Quoi qu'elle fasse, on décrète que, de toute façon, elle a tort. Comment vous l'expliquez, ça ? Parce qu'il y a... parce que, je crois que tu l'as dit, Poutine, il a ce défaut, c'est que c'est un patriote qui aime son pays. J'ai regardé la rediffusion de ce que les Russes appellent, vous me passerez mon accent, hein, le Dien Pobiedi, le jour de la victoire, le 9 mai dernier, quand vous voyez Shoigu qui arrive sur la place rouge en faisant son signe de croix, je pense que c'est le truc qui ne doit pas énormément plaire dans certaines rédactions à Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout en le faisant en public face caméra sur la place rouge. Mais c'est dans la culture russe qui est un pays orthodoxe, très bien. Mais je ne vais pas faire de jugement de valeur. Je comprends parfaitement qu'un président de la République française ne le fasse pas parce qu'il y a la laïcité, et si un voulait faire. Je trouvais ridicule, par exemple, que lors de la messe d'enterrement de Johnny Hallyday, qui était quand même une immense vedette en France, Macron prenne le goupillon, se mette à faire le signe de croix et se dise non, je ne peux pas le faire, etc. Excusez-moi, il était à un enterrement. Là, la laïcité peut peut-être s'arrêter aux obsèques des personnes qu'on connaissait. Alors sur la Russie, elle a une présomption de culpabilité. Et puis, vous permettez, tiens... J'étais en Yougoslavie, permettez qu'on y retourne. Quand le Kosovo décrète son indépendance, c'est absolument génial, les Albanais du Kosovo qui disent qu'ils veulent sortir de la tutelle serbe. Si vous regardez la vision des médias occidentaux sur la Crimée, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que les Kosovars ont des droits que les Criméens n'ont pas. Mais vous savez, comme disait Coluche, tous les hommes sont égaux, cependant certains sont un peu plus égaux que les autres. Je crois que le vrai problème est là, c'est que c'est une indignation à géométrie variable et une présomption de culpabilité systématique. Je vais reprendre un tout petit mot, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant, Nicolas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas un problème. Demain, il y aurait un chef d'État en Russie qui s'appellerait plus Poutine, mais Trudov, c'est-à-dire un Trudeau en version russe, il serait adulé par les médias occidentaux, par les médias français. Parce que regardez quand même les États-Unis de Trump, comment ils étaient traités. Trump, c'était pratiquement le diable. Aujourd'hui, ça se passe très bien avec Biden. Si demain Biden déclare 1, 2 ou 3 guerres, ça ne posera pas de problème, il est démocrate. Mais Trump, étant républicain et étant quand même assez transgressif, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, Trump, les États-Unis étaient très maltraités. Pourquoi ? Parce que c'était Trump. Donc il n'y a pas que le problème du pays, il y a le problème de ceux qui sont dans l'idéologie dominante mondialisée et ceux qui n'y sont pas. Alors comment expliquez-vous ce relatif consensus de nos médias sur un certain nombre de sujets ? On parle de la Russie, on a parlé de Trump et on aurait pu parler du président Assad, en Syrie aussi. Ce consensus vient-il, Emmanuel, Philippe, Nicolas, alors d'un manque de culture, d'une idéologie apprise à l'université dans les écoles, de la pression de puissances financières qui tiennent nos médias, la majorité, des réseaux d'influence anglo-saxons dans le monde. Quelle peut être l'explication à ce consensus ? De toute façon, la société évolue, les sociétés occidentales sont en train d'évoluer, effectivement, émerge de plus en plus l'influence anglo-saxonne. J'ai parlé des communautarismes, du multiculturalisme, on voit bien là que c'est l'influence anglo-saxonne. De l'autre côté, cela s'accompagne, en France notamment, d'une espèce de déconstruction finalement de notre identité culturelle, de nos valeurs universalistes, humanistes,
Et je dirais que plus les uns avancent, plus les autres, en fait, reculent. Mais pour ça, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des grands baromètres. Aujourd'hui, par exemple, c'est important de le dire, je veux heurter personne, hein, je n'ai rien contre Emmanuel Macron, mais on a un président aujourd'hui qui va dire à la télévision américaine sur CBS, il n'existe pas de culture française. Il est le contraire en somme de ce que tu racontes, en fait, de ce que racontait Philippe, d'un Vladimir Poutine. Nous avons horreur aujourd'hui. Nous n'aimons plus les peuples qui sont fiers d'eux, qui sont fiers de leur histoire, c'est mon explication, qui sont fiers de leur identité culturelle, de leur tradition. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir honte. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur, enfin un ancien ministre de l'Intérieur, prêt à mettre un genou à terre devant Assa Traoré. C'est quand même ça la réalité. Et un certain nombre de médias qui trouvent ça formidable. Et qui la comparent, enfin qui en font une égérie. Donc la réalité aujourd'hui des médias, c'est ça, mais d'où est-ce que ça vient? Bien sûr, il y a la mode anglo-saxonne, bien sûr, il y a le phénomène politique avec les gens qui nous dirigent aujourd'hui, mais de l'autre côté, il y a quand même... La presse est suiveuse, Frédéric, tu le sais, et aujourd'hui, tu as un média quand même qui est particulièrement influent en France, qui reste Mediapart, encore une fois, qui ne démérite pas sur plein de sujets, hein, c'est un très bon média, mais n'empêche que quand Mediapart a dit une chose, une partie de la presse, notamment de gauche, suit et reprend en cœur ce qui a été dit en fait chez Mediapart. Je pense, Emmanuel, que tu t'exagères un peu l'importance ou l'influence de Mediapart. Attends, non, je comprends. Peut-être que vu de Barcelone, Mediapart a une importance démesurée. Mais la question se pose aux camarades journalistes qui sont ici présents. D'où vient cette... Ici, camarade, c'est Tavaric. Oui, Tavaric, bon... je ne sais pas le dire, d'où vient ce conformisme? Dans la réponse d'Emmanuel, on voit que les journalistes sont des porte-voix d'un état de la société. Ce ne sont pas les journalistes qui décident de s'agenouiller en hommage à Traoré ou à d'autres. Ce ne sont pas les journalistes qui déconstruisent en direct notre identité, notre histoire. Il y a d'autres puissances à l'œuvre dans notre société, les déconstructeurs de l'éducation nationale notamment. Donc, cher Frédéric, mais en revanche, ce sont les journalistes, une partie des journalistes, pas tous évidemment, pour ça absolument formidable. Ce sont une partie des journalistes qui trouvent absolument formidable Greta Thunberg. Je suis désolé, enfin, je vais être extrêmement, très impolitiquement correct, pardonnez-moi, j'ai rien contre Greta Thunberg non plus. Enfin, Greta Thunberg, on a fait un papier, on a consacré un papier, l'autre c'était intéressant, Greta Thunberg. À aucun moment, on ne raconte les lobbies qu'il y a derrière elle. À aucun moment on ne raconte ce qui pollue le plus aujourd'hui dans le monde, ce sont les échanges de données. Greta Thunberg, combien a-t-elle de millions, de dizaines de millions de followers sur Internet? Elle contribue à la pollution en fait, de l'environnement avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Qui va le dire? Alors tu vas me dire que c'est anecdotique, mais qui va le dire? Non, parce que c'est vachement sympa. Et aujourd'hui, je suis désolé, dans cette tendance qui vient des États-Unis, de façon claire, qui est la tendance dite progressiste, et je crois que Nicolas... je rebondis, hein, excusez Nicolas, il a raison, cette tendance progressiste ou néo-progressiste, aujourd'hui, elle impacte, et elle a impacté depuis très longtemps, les médias de gauche qui étaient assez mûrs, parce que ce sont ces mêmes médias, je suis désolé de le dire encore une fois, qui à 50 ans ont trouvé que Pol Pot était un mec formidable, un progressiste, qui trouvaient en 1970-79 que l'ayatollah Khomeini était le nouveau Gandhi, je ne l'invente pas. Ça a été dit, ça a été écrit quand même dans un grand journal, dans un grand journal français. On est dans cette tendance-là, et moi je pense qu'on est arrivé au paroxysme, Frédéric, réellement, de cette déconstruction avec des porte-voix, parce que le rôle des médias, quelque part, aussi, c'est d'être des porte-voix. Mais aussi avec un problème, c'est que les médias aujourd'hui ont moins d'argent. C'est ce qui explique qu'on va moins sur le terrain, et qu'on a de plus en plus de plateaux, en fait, de télévision, n'importe qui parle. Donc, comme disait à nouveau Nicolas, on fait moins le boulot. Les médias font moins le boulot. Alors Nicolas, merci Emmanuel. Nicolas, quelle est la matrice de ce consensus de nos médias? Ah ben là, de toute façon, on est pardon. Oui, moi je suis assez d'accord avec Emmanuel Razavi là-dessus. Il y a quelque chose qui me frappe depuis un certain temps, c'est la volonté de déraciner, la volonté de saccager, la volonté d'abattre. C'est-à-dire que, je le disais d'ailleurs sur l'antenne de Sud Radio de Philippe David et chez Berkoff, aujourd'hui on gouverne plus facilement des consommateurs que des citoyens. Donc il y a cette espèce d'open society qui est là, qui a été mis en place, parce que
le pire ennemi de la mondialisation, du progressisme, c'est l'identité, c'est la citoyenneté, c'est l'émancipation. Ce sont les citoyens qui réfléchissent. Vous parliez effectivement d'éducation nationale. Là aussi, je pense que moi, je l'ai déjà dit au public, on a abruti les gens pendant 30 ans délibérément. Séries télé, shows télé, émissions abrutissantes totalement, en se disant, à un moment donné, si les gens sont devant Netflix, devant un canapé avec un Coca-Cola, ils seront plus faciles à gouverner, on ne pourra plus s'imposer à un moment donné cette société-là. Et les Français, désolé, je vais y revenir, mais les Gilets jaunes l'ont compris. Le Français moyen l'a compris, dont je fais partie, je suis fier d'en faire partie. Il l'a compris à un moment donné qu'on le dépossédait de ce qu'il était, qu'on le dépossédait de son héritage, de ce qu'on crachait un peu quand même sur son histoire, son identité, son patrimoine, et qu'on essayait finalement d'icéiser la société, d'icéiser la France. Regardez, vous avez des Starbucks, des McDo, vous en avez partout, à chaque rond-point, en Ardèche, ou n'importe quel petit village français, chaque 10 km, vous avez un McDo. Donc ça, à un moment donné, cette volonté d'icéiser cette notion de citoyen, on ne peut faire finalement malaxer l'individu en le déracinant, en faisant un consommateur. Et les médias y participent. Il n'y a pas que les médias, bien entendu, qui y participent, mais ils y participent. Et finalement, c'est, je le répète, j'ai lu le très bon livre de Jérôme Seine-Marie, vous avez finalement le bloc populaire contre le bloc élitaire, avec l'élite aspirationnelle, et puis cette idéologie est portée par ces gens qui n'ont absolument plus rien à penser. Voilà, moi. Merci Nicolas. Alors nous avons un gilet jaune, une chemise orange. Oui. Pas un gilet jaune, mais... Philippe. Jaune d'or. Je suis assez d'accord. Quelque part, il y a un héritage de la Révolution française qu'on a oublié, qui était la citoyenneté. Et si on regarde bien, je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire des 140 ans de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire pour tous les garçons et les filles de France. Je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire, c'est le 15 juin 1881, il me semble, à 1 ou 2 jours près, je ne dois pas trop me tromper. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on formait? On formait des citoyens. Je vais vous prendre un exemple. J'ai connu 3 de mes grands-parents, et des 3 que j'ai connus, ils étaient nés en 1897, en 1899 et en 1903. Ils avaient quitté l'école à 11 ans, 12 ans, au certificat d'études. Ils écrivaient français sans la moindre faute d'orthographe. À 80 ans, ils sont morts à plus de 80 ans, ils écrivaient, je vous jure, sans la moindre faute d'orthographe. J'ai corrigé, il y a quelques années, des copies en école de commerce niveau bac plus 5. Je me suis vu une fois devoir appeler la directrice pédagogique en disant « Écoute, est-ce que ses parents sont partis à l'étranger? Il a peut-être pas été à l'école française, il se contentait de parler. Ah ben écoute, je vais me renseigner, parce qu'a priori non. Et parce qu'il y avait tellement de fautes d'orthographe, il y avait des phrases qui voulaient rien dire, c'était, comme disait le général de Gaulle, un espèce de volapuc. Et je me dis, ils ont bac plus 5, moi mes grands-parents, ils avaient bac moins X. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est le procès de l'éducation nationale, pas des médias. Alors. Mais c'est un tout. C'est un tout. Le but, alors après on va accuser d'être dans la théorie du complot, et comme le disait justement Nicolas, c'est qu'il n'y ait plus de citoyens, mais qu'il y ait des consommateurs. On a un président de la République qui va dire qu'il n'y a pas de culture française. Il n'était pas président de la République, il était encore candidat. Bon, manifestement, comment? Il a été élu. Et il a été élu. Manifestement, il n'a jamais entendu parler des grands auteurs français. Il ne sait pas ce qu'est l'architecture de Paris. Le baron Haussmann, ça doit être abstrait. La culture française, c'est une des plus grandes cultures du monde. Et pour notre chef de l'État, il n'y a pas de culture française. Comme le disait justement Emmanuel, il va sur une chaîne de télévision américaine, CBS pour ne pas la nommer, pour dire qu'il faut déconstruire l'histoire de France. L'histoire, c'est un bloc. Dans l'histoire de France, il y a des choses magnifiques, il y a des choses horribles. Dans l'histoire de la Russie, il y a des choses magnifiques, il y a des choses horribles. Dans l'histoire des États-Unis, il y a des choses magnifiques, il y a des choses horribles. Du Royaume-Uni, on peut faire tous les pays du monde comme ça. Et surtout, les grands pays qui ont joué des rôles majeurs dans l'histoire de l'humanité. Je rappelle que la France est un pays de seulement 550 000 km², mais qu'il a eu la chance d'être un des rares pays à être à une époque la première puissance du monde. Et quand on voit qu'un tout petit pays comme le Portugal, 2 siècles avant la France, a lui aussi été la plus grande puissance du monde, ça prouve que l'histoire européenne, la culture des nations européennes, la vision mondiale des puissances européennes, et quand je parle de l'Europe, je ne parle bien évidemment pas de l'Union européenne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est plutôt l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général de Gaulle, a une vision mondiale des choses. Pourquoi est-ce que les Britanniques, contrairement aux Français, vont mieux que nous ?
La phrase de Churchill, la veille du débarquement de Normandie au général de Gaulle, qui lui dit « Nous avons une ambition mondiale ». Quand les Anglais ils ont voté pour le Brexit, ils considèrent qu'ils n'ont pas vocation à être une région d'Europe. Ils considèrent que c'est une puissance mondiale qui a imposé sa langue comme la langue mondiale, qui a le Commonwealth, et que pour eux, l'Europe, finalement, ça consiste à se rétrécir. Alors, aujourd'hui, on a gavé les gens d'émissions de télévision débiles. Quand vous voyez que quelqu'un qui peut dire « Oh, t'es une fille et t'as pas de shampoing », peut devenir une vedette en quelques heures et se faire proposer des contrats pour des centaines de milliers d'euros, je dis, pince-moi, je rêve. Parce que ça prouve que notre pays est devenu complètement fou. Là, on est loin du traitement de l'information. Mais c'est pareil, c'est un tout. Vous faites un lien. Mais bien sûr, c'est un tout. Vous baissez le niveau de l'éducation nationale. Regardez aujourd'hui, vous prenez, allez, des gens de 25 ans dans la rue. Vous leur demandez, alors évidemment pas sous l'Arc de Triomphe, hein, de citer 3 batailles de Napoléon, parce que comme elles sont toutes gravées, il suffirait de lire. Pour eux, vous avez Austerlitz, ouais, c'est une gare. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais grosso modo, ça va être ça. Demandez-leur de vous citer 3 batailles de la Première Guerre mondiale. Je vous dire que vous leur dites la bataille des Dardanelles, ils ne savent pas ce que c'est. Aujourd'hui, le niveau de culture générale des jeunes est absolument affligeant, parce que l'éducation nationale a atteint un niveau affligeant. Donc si vous mettez une éducation au niveau ras des pâquerettes, parce qu'au nom de l'égalitarisme, il faut qu'on s'aligne avec le moins intelligent. Comment? Oui, non, avec le moins intelligent, c'est terrible à dire, mais c'est ça. Que vous mettez des émissions débilitantes à longueur de temps, il ne faut pas s'étonner, comme le disait Nicolas, que le but d'une vie, ce soit de rester sur son canapé en regardant des émissions débiles avec une bouteille de coca devant soi, et puis finalement, tiens, peut-être en attendant le revenu universel, comme il n'y aura plus de travail pour personne. Mais Philippe, quel lien faites-vous entre ce constat qu'on peut partager et le traitement réducteur ou caricatural de certains sujets dans l'actualité, que ce soit la Russie, l'Amérique ou des sujets plus difficiles comme l'immigration, l'insécurité dans notre pays? Quel est le lien? Le lien, c'est qu'il y a déjà des sujets tabous. Il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Si vous dites, par exemple, que Trump était un bon président des États-Unis, on va déjà vous regarder comme quelqu'un d'un peu bizarre, oui ou non? Si vous dites que l'immigration n'est pas automatiquement une bonne chose, moi je le dis, j'ai rien contre l'immigration. Il y a une bonne immigration, il y a une mauvaise immigration. C'est comme tout. C'est comme il y a des bons patrons, des mauvais patrons. C'est comme il y a des bonnes politiques, des mauvaises politiques. C'est pas manichéen. Et quand on n'a pas une vision manichéenne des choses, où c'est le bien, le mal, blanc, noir, ça ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont complètement déconnectés, parce que déjà, ils n'ont pas eu la culture qui leur permette de comprendre le monde. Je vous parlais des batailles de Napoléon ou de la Première Guerre mondiale. Allez faire un micro-trottoir dans la rue, un micro-trotte, comme disent les journalistes. Prenez des gens, demandez-leur de vous citer, tiens, les 3 boîtes chinoises, 3 boîtes américaines, 3 boîtes allemandes, 3 boîtes russes. Allez-y, dans les grandes entreprises, bien sûr. Allez faire un sondage. La culture économique des Français est à peu près au niveau de la culture historique, pour les plus jeunes, proche de 0. C'est terrible, mais c'est vrai. Je pense que Napoléon est plus connu en Russie qu'en France aujourd'hui. Dans les jeunes générations, c'est fort probable. Hein. Alors, dans les études universitaires, les experts, les analystes sur le fonctionnement des médias, on parle souvent, enfin il y a des thèmes qui reviennent, le thème d'agenda, la notion d'agenda que les médias dominants imposeraient à l'opinion publique et aux consommateurs d'informations, et puis une autre notion, la conspiration du silence, c'est-à-dire on pousse des événements à la une des médias pour en oublier d'autres, pour faire silence sur d'autres. Est-ce que, Emmanuel, tu partages ce point de vue et aurais-tu un exemple de conspiration du silence ou d'agenda étouffant, d'agenda médiatique étouffant certains sujets majeurs? Non, moi j'ai pas. D'abord, parce que je me méfie toujours en fait du terme conspiration. Non, je crois qu'il y a de la paresse intellectuelle, je pense, sur certains sujets. C'est-à-dire qu'on ne va pas. On ne va pas en fait chercher, on ne fait pas le boulot, en fait, je reviens à ce que disait Nicolas. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des sujets qui sont des sujets tabous, c'est ce que disait Philippe à juste titre. Je vais vous donner un exemple. L'histoire par exemple du laboratoire de Wuhan, depuis 15 jours maintenant, il est convenable de dire que le virus, que la pandémie vient probablement de ce laboratoire. Mais les mêmes qui aujourd'hui nous le disent, il y a 3 mois, nous disaient que c'était la théorie du complot.
Ça, c'est une réalité. Donc, il y a 3 mois, il n'était pas convenable d'en parler dans les médias. Je suis désolé de le dire, mais globalement, il n'était pas convenable d'en parler. Aujourd'hui, on peut le faire sans être traité, en fait, de facho ou de complotiste. Moi, si tu veux, parlant de paresse intellectuelle, je vais te donner un exemple, mais qui est à la fois un exemple, en fait, d'idéologie, parce qu'il y a des idéologies dominantes. Il y a 10 ans, quand il y a eu les printemps arabes, tu le sais, j'étais au Caire, hein, dans les premiers jours, en fait, de la Révolution, et j'étais avec les Frères musulmans, l'organisation islamiste des Frères musulmans, et j'étais l'envoyé spécial de la chaîne Arte, avec le feu mon confrère Pierre Cresseux. Alors que des journalistes dont nous faisions partie ont été blessés, Pierre a été poignardé par les Frères musulmans, ils étaient présents, il y avait un grand éditorialiste, géopolitologue, je sais que tu auras compris de qui je parle, qui dans les colonnes du Monde écrivait « Il n'y a pas de Frères musulmans, place Tahrir », alors que nous les filmions, que nos images passaient à la télévision, et que certains d'entre nous étaient poignardés par ces gens-là. Alors ça, c'est l'idéologie. Après, le fait que des journalistes n'aillent pas vérifier sur place, ça c'est de la paresse. Ça c'est de la paresse. Après, moi, ça m'amène en fait à une question, ça m'a amené une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, c'est pour ça que j'ai créé Film Média. C'était quel est le poids en fait des journalistes de terrain dans une période en fait où finalement tout ça est en train de disparaître peu à peu, puisque les journaux ont de moins en moins d'argent pour envoyer des gens à l'autre bout du monde, en tout cas sur des longues missions, en fait assurément. Parce qu'attention, quand une lanterne, quand quelqu'un d'important, d'influent dans les milieux intellectuels parisiens avance une idée selon laquelle il n'y a pas de Frères musulmans place Tahrir, l'ensemble des journalistes reprennent ça quasiment. Je dis l'ensemble, qui ne veut pas dire tous, mais majoritairement c'était ça. Je rappelle que les printemps arabes, l'ensemble en fait de notre confraternité a jugé qui étaient les bons, qui étaient les méchants. L'armée syrienne libre, qui au début a osé dire qu'ils étaient liés à des islamistes, qu'ils étaient liés aux Frères musulmans, qu'ils étaient liés à Al-Qaïda. Qui? Il a fallu des années pour qu'on commence à le dire. On se faisait insulter. C'est-à-dire que des gens, des reporters de terrain qui racontaient ça, étaient ostracisés. Ostracisés ou parce qu'ils avaient la légitimité du terrain, parce qu'ils avaient pris des risques. Voilà, on les trouvait bien sympathiques, mais c'est pas eux en fait qui ont eu voix au chapitre, ce sont des gens qui depuis Paris ont raconté. Donc moi je ne crois pas que ce soit une conspiration, je pense que c'est de la paresse, je pense que ça correspond à des idéologies aussi du moment, je pense que ça correspond aussi à une idée. Moi c'est ce que je crois, Frédéric, et peut-être ne partageras-tu pas cela. Je pense qu'il y a une idéologie de gauche qui est dominante, j'ai rien contre la gauche, puisque il y a beaucoup de gens de gauche dans ma rédaction, mais il y a une idéologie aujourd'hui dominante en fait de gauche qui veut absolument en fait que les gens qui nous en veulent, soient des gens en fait que l'on doit respecter. J'en reviens au genou à terre du ministre de l'Intérieur. On est aujourd'hui dans un asile de fous en France où il est de bon ton de respecter ceux qui veulent nous détruire, d'accord, et de s'excuser devant eux. Les Frères musulmans, que je connais bien, pour avoir enquêté pendant longtemps en fait sur le sujet, ils ont pignon sur rue en France, et si jamais on sort une enquête, ça change peu à peu, une enquête sur ces gens-là pour rappeler leur lien avec Al-Qaïda, on est islamophobe. C'est ça la réalité. Je l'ai vécu. Donc je peux en parler longuement. Mes camarades grands reporters qui ont enquêté là-dessus l'ont vécu. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on sort des enquêtes à travers des livres, nos livres cartonnent. Donc ce qui veut dire quand même qu'il y a quand même une fracture, une ligne de fracture entre finalement ce que perçoivent les Français et puis ce que raconte une partie de nos confrères. Je fais une parenthèse parce que je ne mets vraiment pas tous les médias dans le même sac, encore une fois, parce que j'ai bossé pour le Figaro Magazine pour Arte sur ces dossiers-là. Ça fait partie des rares rédactions à avoir eu le courage à l'époque d'en parler. Mais il se faisait aussi tirer l'oreille par les confrères. Exactement. Alors, quand on apporte une information vérifiée, et ça s'est produit à de nombreuses reprises, une information qui sort du courant dominant, il est frappant de voir qu'il y a une attente dans l'opinion chez les consommateurs d'informations et de médias. Et en général, les médias qui, ça a été vu avec Putsch de Nicolas Vidal, les médias qui sortent ce qu'on ne trouve pas dans les médias dominants, eh bien cartonnent, comme tu dis, et vendent beaucoup. Avant de donner la parole à Nicolas et à Philippe, un seul exemple qui va dans ton sens et qui alimente ce qui vient d'être dit, c'est la révolution en Ukraine, la révolution de la place Maïdan. Donc c'est février 2014. Je suis allé là-bas à plusieurs reprises, au cœur des manifestations,
Et ensuite, j'ai participé à des débats sur C'est dans l'air, France 24, etc. Et j'étais en général en extrême minorité, parce que quand je disais, mais sur la place Maïdan, il y a de bons citoyens révoltés par la corruption, oui, mais il y a aussi, et surtout, des gens issus de milieux néo-nazis qui sont en train de prendre la main sur cette révolution, de la structurer à leur avantage. Et on me disait, c'est faux, tu es complice de la propagande russe, et tu es criminel, toi aussi, etc. Et je leur disais, mais avez-vous vu les drapeaux rouges et noirs? Avez-vous entendu et compris ce que chantent les gens sur la place Maïdan? Qui sont tous ces gens en casque, avec des bâtons, organisés façon milice? J'étais allé les voir dans leur QG. C'était des néo-nazis, héritiers, je ne vais pas refaire l'histoire, héritiers de tous les mouvements collaborationnistes et néo-nazis et antisémites des années noires. Eh bien, mes chers confrères et consoeurs qui étaient face à moi ne me croyaient pas. C'était impensable, c'était hors sujet. Et j'avais beaucoup de mal à faire passer tout ça. Mais quand ça a été publié, à l'époque, j'étais encore à Valeurs Actuelles, je peux vous dire que nous avons cartonné avec ces enquêtes et ces reportages, comme quand on a publié des vérités sur l'Utšeka albanaise, qui s'est emparée du Kosovo, qui était une bande de criminels, de trafiquants. C'était connu. En juin 1999, je fais un grand sujet à partir d'archives allemandes, des archives de la police allemande. On fait une douzaine de pages. Ça a été un des plus gros succès d'année avec ce titre « Le vrai visage de l'Utšeka ». J'ai été traité de tout, Valeurs Actuelles aussi à l'époque. Juin 99. En septembre 99, le Nouvel Observateur, Bible des bien-pensants, a sorti une couverture avec le même dossier, à peine enrichi de quelques éléments, le vrai visage de l'Utšeka. Et là, tout le monde a applaudi le Nouvel Observateur. Comme quoi, il y a deux poids, deux mesures, il y a des vérités qu'on ne peut pas entendre, mais quand des médias les sortent, ça rencontre l'adhésion du public qui cherche des infos vérifiées et réelles. Et Nicolas, vous l'avez vérifié à travers le succès de Putsch. Bien entendu, il y a un phénomène que j'aimerais dont on parle, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Et moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois, quelques petites semaines, des vidéos qui buzzent sur les réseaux sociaux. Et elles buzzent tellement en quelques heures qu'au bout d'un moment, elles font plier l'idéologie des médias. Ils sont obligés de les reprendre. Et ça, c'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'on a des vidéos surtout essentiellement pour problèmes d'insécurité, mais pas que, manifestations et autres. Et quand vous avez des vidéos comme ça qui perdent, qui commencent à perler sur les Twitter, notamment Facebook, on se rend compte, je les vois bondir, je les vois monter, je les vois monter, je me suis dit là, en fin de journée, ça fait la une. Mais si ça n'avait pas fait le buzz, et ça éclaire, ça dit énormément sur ce que nous vivons, sur les grands sujets sociaux, d'identité, de sécurité, de délinquance. Et je me suis rendu compte, c'est pour ça c'est-à-dire que je vous disais que les grands médias, ils ont perdu le monopole de l'information. Ils n'ont plus l'agenda politique, ils n'ont plus l'agenda économique de ça. Et maintenant, des médias comme les nôtres, celui d'Emmanuel Razavi, celui de Philippe David, de Sud Radio ou Putsch et d'autres, heureusement qu'on existe, qu'on est quelques-uns encore à exister, finalement, les gens viennent voir ça. Un exemple qui m'a frappé, d'ailleurs, j'ai été consterné parce que vous avez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a 2-3 jours, il y a le rédacteur en chef du Bild allemand qui a fait une vidéo. Il a fait une vidéo où il a carrément dit que le Bild s'excusait au nom du Bild d'avoir finalement relayé la propagande, je le dis, sur notamment le traitement qui avait été réservé aux adolescents en Allemagne, sur les conditions de restriction sanitaire. Mais personne n'en a parlé. Cette vidéo est énorme. Le Bild en Allemagne, c'est quand même un des plus gros tirages. Le mec fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Alors au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est un fake, c'est pas possible. Alors j'appelle mes contacts en Allemagne. Je me dis, tu peux me dire ça? Oui, non. Il me dit, oui, c'est bien ça. Et effectivement, j'ai pas fait un grand travail de journaliste. J'ai pas employé 400 ou 30 journalistes d'investigation. Je suis allé sur la chaîne YouTube de Bild, qui a 838 000 abonnés. Et j'ai vu la même vidéo et je me l'ai fait traduire. Et je me suis dit, bon, ça va partir dans la presse française, ça, c'est pas possible. Mais non, personne n'en a parlé. Donc, j'invite nos médias mainstream à aller voir cette vidéo pour voir un peu que parfois le mea culpa peut se faire. Mais vous voyez bien que l'écho n'a pas porté en France, alors que c'est une information incroyable.
qui pourrait à un moment donné aussi faire réfléchir nos chers médias sur toute une série de sujets, crise sanitaire et autres, à peut-être faire des mea culpa ou peut-être donner la voix à d'autres individus pour essayer d'avoir un traitement beaucoup plus équilibré. Et on en est là aujourd'hui. Et pour revenir au début de mon intervention, sur ces vidéos vraiment qui émergent sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'aujourd'hui, les grands médias courent après ces vidéos, qui sont au-delà du fait divers. C'est des vidéos qui traduisent l'état d'une société sous multiples aspects. Et ils sont balayés, ils sont submergés. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains ont voulu nous mettre des petites lois pour essayer de verrouiller ça et là. D'ailleurs, nous, dernier mot là-dessus, sur Putsch, on était emportés, vous savez, Putsch, sur Facebook, vous avez des portées de gens touchés à la semaine ou au mois. Voilà. Donc on faisait à un moment donné 1 500 000 en janvier 2021 et fin février, je faisais 70 000. Voilà, sur Facebook. Alors que je mettais le même nombre d'articles, même sourcés, vérifiés, des interviews qui pouvaient de la culture et de la politique. Et on n'a pas compris, j'ai pas compris pourquoi en l'espace d'un mois, les audiences avaient... Là, c'est plus qu'une chute, là. Hein. Là, c'est un crash. Là, c'est le crash de 1,3 million à passer à 70 000 abonnés. Donc, j'ai pas mal de métriques qui me permettent de le voir. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, sans faire du complotisme, et j'ai horreur de ça, mais tout ce qui paraît chez nous, c'est sourcé, c'est vérifié et c'est bossé. Et bien, vous voyez que les réseaux sociaux aussi, c'est pour ça qu'il y a une volonté maintenant d'aller verrouiller à droite à gauche ce qui peut sortir du magma mainstream, mon cher Philippe David. Alors, Philippe, est-ce qu'à Sud Radio, médias traditionnels, vous suivez les réseaux sociaux, vous inspirez de ce qui se passe, vous regardez les vidéos, vous détectez celles qui vont faire le buzz, comme dit Nicolas. Est-ce que ça modifie votre traitement de l'information? Est-ce que ça augmente votre liberté dans le traitement de l'information? Une des premières choses que je regarde le matin au réveil, c'est les top tweets. Les top tweets donnent une tendance très intéressante. D'ailleurs, Twitter doit poser légèrement problème parce que, comme le disait justement notre ami Nicolas, quand vous voyez que Twitter a pu se permettre d'éjecter le président des États-Unis, 88 millions de followers, 88 millions, plus que la population de la France. Vous voyez un peu, ils se sont permis de le jarter comme un malpropre. Ça prouve à quel point les réseaux sociaux, aujourd'hui, peuvent faire bouger les choses et à quel point ils sont gênants pour ceux qui les tiennent. Moi, j'ai posé la question à l'antenne. Imaginez-vous, l'an prochain, pour la présidentielle française, Twitter qui décide de bannir les comptes d'un candidat ou d'une candidate ou de 2, 3 candidats et candidates. Est-ce que vous imaginez ça, vous? C'est possible. Moi, je me dis que c'est possible. La question se pose. Et ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ce serait une entreprise privée américaine qui dirait qui a le droit de s'exprimer dans la campagne présidentielle française. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, quand même, d'un poil problématique? Et pourtant, nos élites politiques sont très portés sur l'ingérence en ce moment, depuis un certain temps. Étrangère, et si ça, c'est pas de l'ingérence étrangère, alors là, il va falloir m'expliquer ce que c'est. Parce que tout est possible. Mais cette affaire a fait tomber des masques. Cette affaire a fait tomber des masques. Des GAFAM. Bien sûr. On prend le cas, notre ami Nicolas toujours parlait de l'interview du patron de Bild. Et Bild en Allemagne, c'est vraiment le journal le plus lu et de très loin. Bild doit tirer à plus d'exemplaires que Le Monde, Le Figaro et Libé réunis, sans aucun problème. Il y a eu les Fauci Leaks, les fuites des emails du docteur Fauci. Aux États-Unis, tous les médias en parlent. En France, à part mon ami André Berkoff... Et Arte France. Et Arte France. Il faut le dire. Et Putsch. Non, nous, on n'a pas eu le temps de le faire. Non, je ne sais pas pour fil de... J'ai pas 4 bras, mais... Ouais. Qui en a parlé? Personne. Emmanuel, as-tu parlé sur Fil Média du scandale Fauci, Dr Fauci étant le conseiller santé des présidents américains depuis peut-être 15 ans. As-tu parlé de ça? On a parlé à plusieurs reprises, en fait, des scandales qui étaient liés, mais toujours en s'appuyant, par contre, sur des chiffres. Je reviens sur ce que disaient mes camarades. On n'est pas allé reprendre, en fait, c'est pas notre habitude. On ne va pas reprendre, en fait, sur les réseaux sociaux. Voilà, nous, on a une culture plus terrain et chacun a sa ligne, sa façon de faire. C'est ce qui fait qu'on est tous très complémentaires d'ailleurs et qu'on travaille très bien ensemble avec mon camarade Philippe, notamment. Mais en général, ce sont des enquêteurs chez nous qui vont chercher. Et oui, en fait, en matière médicale, nous ne sommes pas des journalistes scientifiques, mais nous sommes allés chercher, nous sommes allés travailler effectivement sur un certain nombre de questions qui étaient gênantes concernant en fait des lobbies, concernant des informations qui étaient des informations parfois erronées, concernant, tu parlais des big pharma, oui, sans complexe, en fait on l'a fait systématiquement,
Ça a contribué, je crois d'ailleurs aussi, à notre succès. Il n'y a pas eu que ça, mais ça a contribué aussi à notre succès parce qu'on a raconté des choses qui n'étaient pas racontées, à part chez quelques-uns qui sont autour de la table, effectivement, en fait, dans les médias français. Philippe. Là, je suis entièrement d'accord. Regardez autre chose. Le Sénat américain enquête sur la fuite du laboratoire, une éventuelle fuite du laboratoire de Wuhan. Vous entendez beaucoup de médias français en parler? Aucun. Lors de la crise du Covid, c'est Emmanuel qui m'a mis ça à l'oreille. Vous avez des médecins qui ont fait tous les plateaux télé de France et de Navarre jusqu'à plus soif, qui vantaient des médicaments, je pense notamment au Remdesivir, qui a été tellement vanté que l'Europe en a acheté, je crois, pour 1 milliard, dont on a démontré après qu'il était inefficace face au coronavirus, voire même toxique. Est-ce que, la moindre des choses, quand des médecins viennent parler sur des plateaux télé, ils ne devraient pas déclarer, pour commencer, les conflits d'intérêts qu'ils ont avec les laboratoires? Parce que, excusez-moi, vous allez faire un dîner, et même vous allez au Lido, hein, c'est à côté, c'est un peu plus cher, mais le repas, c'est très sympathique. Vous allez dîner une fois au Lido avec le patron d'un labo pharmaceutique, j'ai pas de problème là-dessus. Par contre, quand vous touchez de sa part 20, 30, 40, 50 000 euros par an, excusez-moi, là, il y a franchement un conflit d'intérêts. Le b.a.-ba, ce serait pas que les médecins disent, voilà, je viens parler, j'ai touché tant de Gilead, tant d'Abvi, tant de tel labo, comme ça, au moins, on saurait, on comprendrait pourquoi ils vantent le Remdesivir, par exemple. Alors attention, parce que est-ce que c'est aux médecins de le dire? Oui, en toute logique, leur éthique devrait leur permettre de dire cela. Est-ce que ça ne serait pas, je prends des précautions, aux journalistes qui les invitent de leur demander « Monsieur le professeur machin, travaillez-vous pour tel laboratoire, oui ou non ?» Mais attention, parce que là, le journaliste devient un inquisiteur, c'est pas son métier. Mais ce serait, à mon avis, dans ce cas de figure, aux médecins de dire d'eux-mêmes pour qui ils travaillent. Et s'ils ne le font pas? Eh bien, s'ils ne le font pas, on doit le déclarer, ou alors, s'ils refusent de le faire, on ne les invite pas. Emmanuel, je vois ta grimace, ça veut dire quoi? Non, parce que je pense qu'on est tout à fait, en fait, en droit de poser la question. Alors, écoute, nous, on a interviewé énormément de scientifiques, alors des épidémiologistes, beaucoup. On a travaillé entre l'Espagne, la France, les États-Unis, etc. Mais on ne s'est jamais privé de poser la question chez nous, en fait, à ces gens-là, savoir si les laboratoires pour lesquels ils travaillent, les laboratoires de recherche, j'entends, étaient financés, en fait, par des grands laboratoires pharmaceutiques. On ne s'est jamais empêché de le faire, mais pas du tout, en fait, pour jouer les procureurs. C'était pas tellement ça. C'est simplement parce qu'on estime que c'est important, quand on vérifie justement l'information, de savoir, lorsqu'une personne nous parle, d'où elle parle, si elle défend des intérêts, qui font que l'information qu'elle va nous donner peut être biaisée, mais sans jugement de valeur. Enfin, moi, j'ai jamais considéré que parce qu'un médecin travaillait, beaucoup de médecins de toute façon font de la prescription pour des laboratoires, etc. Moi, ça ne me choque pas particulièrement, je peux tout à fait l'entendre, mais en revanche, je pense qu'ils doivent entendre qu'on leur pose la question, et effectivement, qu'ils doivent y répondre, parce qu'encore une fois, moi, ce qui me gêne beaucoup dans le traitement, je vais en venir au professeur Raoult, que je ne connais pas, mais il y a un traitement, j'ai entendu l'autre jour à la télévision, sur une chaîne publique, quelqu'un demander en fait des comptes, un journaliste, un de nos confrères, dire il faut maintenant lui demander des comptes. Je ne vois pas pourquoi on irait demander des comptes quand c'est Raoult et pourquoi on n'irait pas demander des comptes quand c'est les autres. Enfin, où ça fonctionne pour tout le monde, ou ça fonctionne pour personne aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui ce qui me gêne un peu dans une partie en fait des médias, c'est qu'il y a un côté en fait à géométrie variable. Et malheureusement, c'est ce que j'ai vu pendant des années sur les enquêtes. J'ai travaillé pour toi là-dessus sur les enquêtes liées à l'islamisme. Il y a des choses que tu n'avais pas le droit, qu'on n'avait pas le droit de dire. Là, on se retrouvait au tribunal. D'ailleurs, on s'est retrouvé un jour au tribunal avec Valeurs Actuelles pour une enquête que j'avais sortie. On a gagné. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a le droit de poser, quand on est journaliste, je crois, moi, des questions. On n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de la presse française hexagonale. Pouvez-vous nous dire peut-être ce qui se passe dans des pays comparables aux nôtres? Par exemple, en Espagne, la presse est-elle aussi unanimiste? La pensée unique existe-t-elle aussi là-bas? En Allemagne, par exemple? En Pologne, Nicolas, vous connaissez la Pologne?
Qu'en est-il de la presse polonaise? Alors, moi, j'ai reçu David Engels, que je vous recommande la lecture, un très bon historien, philosophe, que j'ai reçu à plusieurs reprises. Et il me disait quelque chose d'absolument effarant sur Punchline aux émissions. Il me disait que de plus en plus de capitaux allemands rachetaient les grands journaux polonais. Et c'était absolument effrayant, c'est-à-dire pour faire passer une nouvelle fois cette idéologie progressiste, parce que la Pologne est un peu retors hein, avec le côté Union Européenne, Open Society, pardon. Et effectivement, il y avait beaucoup de manias allemands qui allaient piocher en Pologne pour essayer de rendre un peu plus mainstream, bankable, pour utiliser ce vilain mot, les médias polonais. Et il me disait autre chose, il me disait qu'en Allemagne, et ça a été corroboré aujourd'hui avant de venir à l'émission, je faisais ma petite revue de presse, que je la fais tôt le matin et enfin toute la journée. Et il me disait aussi qu'en Allemagne, les gens pouvaient de moins en moins s'exprimer. Voilà, de moins en moins s'exprimer. La liberté d'expression était de plus en plus écornée. En Allemagne, on pourrait ne pas le penser, puisque toujours notre classe politique est toujours nous compare toujours avec la grande Allemagne, même hier soir d'ailleurs, pour le coup, mais dans notre sens. Et je lis un article aujourd'hui, alors je ne me rappelle plus de la source, pardon, mais et effectivement, un Allemand sur deux aujourd'hui déclare ne pas pouvoir dire ce qu'il pense. Et je voudrais finir là-dessus. Revenons à la France. Vous imaginez de quoi nous parlons, messieurs, dames? Nous parlons finalement d'un pays où il n'y a plus d'allégeance collective, un projet commun. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... les gens ne croient plus en grande majorité à la parole publique, à la parole politique, à la parole journalistique, et maintenant à la parole médicale. Qu'est-ce qu'il reste de piliers debout dans ce pays? Et ça, c'est... Ouais, alors, il y a encore, parce que le genou à terre, ça fait grosse polémique. D'ailleurs, tout le monde a fait marche arrière et... Merci, les réseaux sociaux. Et M6, ça fait la pub à la place. Les réseaux sociaux. Voilà. Mais voilà. Ah non, mais il n'y a pas eu de... Non, ouais, c'est pas, effectivement. Terminé, Nicolas. Ouais. Donc, il n'y a plus d'allégeance à quoi que ce soit. Bien, justement, à la communauté nationale, à ce qui nous fait avancer ensemble, à ce qui nous fait finalement vivre ensemble et avoir cet avenir commun ensemble. Oui. Non, attendez, oui. non, pas de... Ouais. Emmanuel, le cas espagnol. Alors, la presse espagnole est beaucoup plus encadrée en fait qu'en France. Hein. Elle a moins de marge peut-être de manœuvre en fait qu'en France. En revanche, on peut tout y dire. C'est-à-dire qu'on est moins ostracisé quand on prend des positions. Je reviens toujours sur la question de l'islamisme. On peut en parler beaucoup plus facilement en fait qu'en France, sans se retrouver mis dans un camp du bien ou du mal. Donc pour ça, c'est quand même c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Après, il est quand même plus encadré parce qu'il y a une histoire qui vient de loin, d'abord qui vient du franquisme, et donc il y a d'abord des réflexes des journalistes qui ne se permettent pas forcément de toujours tout peut-être raconter. Il y a une surveillance, il y a des lois en matière de terrorisme en Espagne qui sont beaucoup plus dures en fait qu'en France, qui fait qu'on ne peut pas les rencontrer comme ça, n'importe qui, sans éveiller l'intérêt tout de suite des services de police. Donc je pense que les journalistes français sont quand même un peu plus libres quand même que parfois les journalistes espagnols. Mais en revanche, il faut reconnaître qu'on peut parler très facilement. Il y a une liberté, en tout cas moi je le vis comme ça depuis quelques années. Il y a beaucoup plus de liberté de parole en Espagne aujourd'hui qu'en France. On voit bien que dans les pays où les médias dominants ont une situation de monopole, fatalement à un moment naissent alors je reprends le terme des médias différents, alternatifs, des médias de contestation. On l'a bien vu aux États-Unis avec la massification des médias à une époque, et puis sont sortis des catacombes et d'Internet et de partout des médias différents. Alors, un exemple, ça a été Fox News, qui, avec ses qualités et ses défauts, s'est imposé face aux grands réseaux comme CNN, ABC et les autres. Fox News a eu du succès, mais c'est aussi le succès. Alors, on a parlé des réseaux sociaux, du compte Twitter de Donald Trump, 88 millions de followers, d'amis, de suiveurs. Abonnés, voilà, d'abonnés. Donc ça veut dire que quand il y a une situation de monopole et quand d'autres travaillent dans l'ombre, eh bien ils peuvent faire sortir un certain nombre de vérités et produire une information qui est différente. Chers amis, nous sommes ensemble depuis 1h30 maintenant. Il est temps de conclure. Alors, à chacun, je vais peut-être vous demander, sur un format extrêmement réduit, un format radiophonique, court, dense, concis, bref, d'expliquer, d'essayer de trouver quelle pourrait être la solution pour sortir de cette information massifiée. Qu'est-ce qui, pour vous, permettrait d'échapper à ce courant dominant de ce bain tiède dans lequel les médias voudraient nous baigner en permanence? Y a-t-il un moyen de s'en sortir et lequel? Et tout ça, malheureusement,
en 2 minutes chacun. Alors je commence peut-être par Philippe. Alors déjà, pour la presse écrite, arrêtez les subventions. Parce que la presse écrite française appartient à des milliardaires, mais est massivement subventionnée. Donc, on ne peut pas être désagréable avec la main qui vous nourrit. Ça, c'est quand même déjà un vrai problème. Et je pense que c'est une question qu'il va falloir poser, parce que quand je vois à qui appartiennent les grands médias français, les grands médias papier français, et à hauteur de combien de centaines de millions ils sont subventionnés, je me dis que ça pose question. Premier point. Deuxième point, ça je crois que c'est essentiel. Et deuxième point, il faudra également, mais ça je pense que le formatage des écoles de journalisme, ça va être très 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 difficile à changer parce que les profs, ils sont profs depuis longtemps. Mais je pense que la première chose déjà pour la presse écrite, c'est la fin des subventions. Oui, et la presse audiovisuelle ? Elle n'est pas subventionnée, elle. Sauf le service public. Alors déjà, pour le service public, il faudrait qu'il ait une coloration politique un peu moins monocolore. Ça, je pense que c'est évident. Et alors, pour la presse audiovisuelle... c'est compliqué. Alors aujourd'hui, il y a des médias quand même qui sont assez dissonants en France. On peut dire que Sud Radio, dans ce domaine, est quand même la radio la plus libre du marché. Aujourd'hui, CNews fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle n'hésite pas à donner la parole à des gens comme Éric Zemmour, etc. Après, pour la presse audiovisuelle, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que qui décide toujours à la fin, c'est l'actionnaire. Alors il faut peut-être éviter les trop grosses concentrations des grands patrons de médias. Il faudrait limiter le nombre de médias par actionnaire, je pense. Oui, mais quand c'est un patron comme Vincent Bolloré qui donne la parole à des gens comme Yvan Rioufol, Éric Zemmour ou Pascal Praud, c'est pas mal quand même. Ah non, mais c'est très bien. D'accord. C'est très bien. Mais après, il y a des médias qui sont quand même très monocolores, oui, y compris dans l'audiovisuel. Bon, l'histoire, le lien entre les subventions et la soumission de la presse, c'est très discutable. On ne va pas lancer le débat. Moi, j'ai appartenu à une rédaction qui s'appelle Valeurs Actuelles, qui recevait à une époque des subventions de l'État, c'est-à-dire des contribuables, comme la plupart des médias. Aujourd'hui, c'est fini. Ça n'empêchait pas Valeurs Actuelles d'être extrêmement libre à l'égard des pouvoirs établis. Revenons à notre sujet. Nicolas, en quelques mots, comment sortir de tout ça ? Très rapidement, Philippe David a fait le panel des réformes structurelles. C'est à la mode en ce moment, les réformes structurelles. Moi, je vais essayer En fait, la question de fond, c'est quoi ? C'est d'apaiser la démocratie dans ce pays, c'est-à-dire revenir à la démocratie, et apaiser les tensions qui parcourent ce pays. Et je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, rapidement, il y a pour moi, je le dis dans mon livre, il y a pour moi des grands médias mainstream qui, finalement, font partie de ce bloc mondialiste, qui sont maintenant à front renversé contre une partie de la population française qui ne croit plus à ça. Donc on est bloc contre bloc. Et ça, c'est extrêmement déroutant, c'est même extrêmement dangereux de continuer là-dessus, parce qu'on se rend compte qu'au fil des jours, c'est de plus en plus fort à la mot. Ces gens, c'est fort à la mot, ils se retrouvent derrière leur muraille, et ils n'ont plus que l'invective, ils n'ont plus que l'injure, ils n'ont plus que la discrimination intellectuelle, avec parfois un mépris de classe qui frôle le racisme de classe. Donc le problème pour moi est beaucoup plus profond que ça. Et ensuite, bon, mais pour les subventions peut-être, mais il faudrait y revenir à ça. Et je pense que c'est vraiment un problème extrêmement profond. La deuxième solution, c'est les référendums. On en a déjà parlé tout à l'heure. En ce moment, c'est plus très à la mode. Mais pour être sérieux, voilà, c'est vraiment un problème de fond sur la démocratie. Et il faut à un moment donné que ce pays retrouve un peu de raison. Mais très sincèrement, pour finir, avec ce qui nous attend avant les présidentielles, je pense que la situation risque d'empirer et je le déplore par avance. Merci Nicolas. Pour être précis, rappelez le titre de votre livre. Média, le grand errement. Voilà, comme les grands médias. Média, le grand errement. Voilà, comme les grands médias ont trahi les Français depuis 30 ans. Merci. Et Emmanuel, dernière parole. Je serai assez simple. Il y a deux choses. D'abord, je pense que nous sommes une partie de la solution, c'est-à-dire que ce soit Sud Radio, que ce soit Putsch, que ce soit nous Créfil, parce que si on additionne en fait nos lecteurs, nos auditeurs, je crois qu'on doit bien dépasser la dizaine de millions. Donc ça veut dire que des gens aujourd'hui, quand même, viennent nous écouter en nombre. Donc on les impacte, puisqu'ils reviennent. Et donc on contribue à amener du débat. Mais par contre, ce que nous avons en commun les uns et les autres, c'est qu'on distribue la parole à tout le monde, à condition que les gens soient évidemment légitimes. Et je pense qu'il faut ramener du débat. Quand je dis du débat, ce n'est pas des débats à café du commerce, c'est de la vision. Il faut à nouveau entendre les journalistes, évidemment, du terrain. Nous, on milite beaucoup pour ça, en fait, chez Field. Journalistes du terrain, parce qu'une information valable, elle doit se vérifier à l'issue du réel, du terrain.
pour qu'ensuite des intellectuels puissent en débattre en toute légitimité, toute transparence. Voilà, donc je pense que si on arrive à tout ça, peu à peu, je suis comme toi, je ne crois pas que ce soit un problème de subvention, Frédéric. Je pense que c'est vraiment ça, il faut ramener de la pensée, il faut redonner en fait aux journalistes une véritable indépendance, donc des moyens évidemment, et ramener tout simplement, tout ça ramènera du débat. Ramener de la pensée, ramener de la culture, ramener de la diversité, ramener de l'indépendance. Le programme est très vaste et très complet, mais l'expérience des personnalités qui nous entourent montre que c'est possible. Il y a des succès à la clé quand on veut sortir de ce courant dominant. Je voudrais remercier Emmanuel Razavi, Field Media, Nicolas Vidal, Putsch, et aussi Philippe Vidal Philippe David de Sud Radio. Je vous encourage à écouter les émissions de Philippe, et toutes, y compris celles de Berkoff, qui sont toujours passionnantes. Je voudrais remercier aussi Irina, qui a organisé ce débat, mis en scène tout ça, et tous ceux qui nous ont suivis au cours de ce débat et des débats précédents. Merci à vous, à très bientôt pour d'autres débats. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci tout le monde. J'ai tiré 3 conclusions en fait de cette rencontre. Premièrement, pour devenir bon journaliste, il ne faut pas faire l'école du journalisme. On est d'accord. Deuxièmement, la couverture médiatique sur la Russie, sur les dossiers principaux, ne va pas changer. Et troisièmement, pour avoir des vues sur le dialogue franco-russe, beaucoup de vues, il me faut absolument faire la pub de shampoing. Ah oui. Voilà, donc c'est ça ce qu'on marche. Merci beaucoup d'être là, mercredi prochain, le rendez-vous ici avec messieurs Aslani, Ardavan Aslani, puisqu'on a parlé de Johnny. Aujourd'hui, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'avocat de Laetitia Hallyday. Mais pas seulement ça, également, il a écrit un livre très intéressant sur les enjeux géopolitiques dans le monde. Et on a invité un autre journaliste, justement du Figaro, Emmanuel, qui s'appelle Jean-Louis Tremblay, qui va animer cette rencontre. Et je suis sûre que ce sera passionnant, comme toujours, le dialogue franco-russe. Merci beaucoup et à très bientôt.